Victoria fut tirée de son sommeil par une secousse brutale. Le fourgon s'était arrêté si brusquement qu'elle s'était heurté l'épaule contre la paroi en bois. Sa tête la lançait encore à cause du coup reçu lors de l'attaque. Il y a quelques heures, semblait-il, ou peut-être une journée entière. Elle ne savait pas. Le temps s'était confondu en un seul cauchemar ininterrompu, fait de cris, de coups de feu et de la poussière soulevée par les sabots des chevaux. La bâche au-dessus de sa tête fut rejetée en arrière, et une lumière vive lui frappa les yeux. Victoria plissa les paupières, essayant de s'habituer à la clarté, et entendit des voix graves parlant une langue inconnue. Les mots coulaient, mélodieux, avec des arrêts brusques et des sons gutturaux qui semblaient à la fois effrayants et fascinants. On la tira brutalement du fourgon. Ses jambes se dérobèrent en sous elle, et elle eut du mal à tenir debout. Ses mains étaient entaillées dans son dos par une corde rêche qui lui écorchait dès les poignets jusqu'au sang. Victoria leva la tête et regarda autour d'elle. Un campement s'étendait à perte de vue. Des dizaines d'habitations coniques en pot étaient disposées en demi-cercle près d'une petite rivière. La fumée des feux s'élevait dans le ciel du soir, transportant une odeur de viande grillée et de quelque chose d'amer, semblable à de l'absinthe. Des gens s'activaient partout. Des femmes vêtues de longues robes en peau de dame, brodées de perles et de piquants de porc-épic. Des hommes en jambières et en chemise. Des enfants qui se figèrent un instant en voyant la captive, puis reprirent leur jeu. Victoria tenta de maîtriser le tremblement de ses genoux. Elle pensa à sa sœur, Élisabeth, qui était avec elle dans le fourgon. Où était-elle? Était-elle en vie? Les pensées se bousculaient dans sa tête, mais elle se força à respirer calmement, à ne pas montrer sa peur. Son père lui avait toujours dit que la peur est la première chose que sentent les prédateurs. L'un des guerriers, un homme de haute taille, aux longs cheveux noirs tressés en deux nattes, fit un signe de tête en direction du centre du camp. Victoria sentit une poussée dans son dos. On la conduisait quelque part. Elle marchait, s'efforçant de ne pas trébucher, sentant sur elle de multiples regards. Les femmes la dévisageaient avec curiosité et méfiance. Les hommes avec indifférence ou un léger mépris. Les enfants la montraient du doigt en se chuchotant des choses. On l'amena devant un grand tipi, orné de dessins d'aigles rouges et noirs. Devant l'entrée se tenait un homme. Il était grand, large d'épaules, et se tenait avec une assurance que Victoria n'avait vue que chez son père, lorsqu'il commandait les hommes à la ferme. Il portait une chemise en daïm souple, décorée de longues franges et de motifs perlés, un pantalon de la même peau, et à sa ceinture pendait un couteau dans un fourreau brodé. Ses cheveux étaient lâchés, tombant sur ses épaules et en lourdes vagues noires, et un bandeau étroit de tissu rouge ceignait son front. L'homme la regarda longuement, d'un air scrutateur. Ses yeux étaient sombres, presque noirs, et on y lisait quelque chose que Victoria ne parvenait pas à comprendre. Pas de la cruauté, non. Plutôt une évaluation, comme s'il examinait un cheval au marché, se demandant s'il conviendrait pour le travail. Il prononça quelques mots en s'adressant au guerrier qui l'avait amené. Celui-ci répondit, et une brève conversation s'engagea entre eux. Victoria restait debout, essayant de se tenir droite malgré la fatigue et la peur qui lui serraient la gorge. Elle ne comprenait pas un mot, mais sentait que la conversation la concernait. Finalement, l'homme s'approcha. Il la dépassait de près d'une tête, et Victoria recula involontairement d'un pas. Il s'arrêta, observant attentivement son visage, ses cheveux, ses mains. Puis, il tendit la main et toucha ses cheveux châtains, qui s'étaient défaits de leurs tresses. Victoria tressaillit, mais ne recula pas. Quelque chose au fond d'elle lui disait qu'un mouvement brusque serait une erreur. L'homme dit quelque chose. Sa voix était grave et calme. Puis il se tourna et ordonna quelque chose à une femme qui se tenait non loin. Celle-ci, âgée, le visage ridé et des mèches grises dans les cheveux, s'approcha et prit Victoria par le coude. On coupa les cordes à ses poignets, et le sang afflua vers ses doigts engourdis. Victoria grimaça de douleur, mais ne dit rien. La femme la conduisit vers un autre tipi, plus petit, un peu à l'écart. L'intérieur était sombre, mais assez spacieux. Le sol était couvert de peaux, et au centre se trouvait un petit foyer,
au-dessus duquel pendait un chaudron. Le long des parois étaient empilés des fagots d'herbe, des ballots et des armes. L'air sentait la fumée, la viande séchée et quelque chose d'herbacé, d'apaisant. D'un geste, la femme invita Victoria à s'asseoir. Elle s'affaissa sur une peau, sentant son corps enfin se relâcher de fatigue. La femme lui apporta de l'aude, dans une outre en cuir, et la lui tendit. Victoria but avidement, sans se soucier du fait que l'eau était tiède et avait un léger goût de cuir. Cela lui était égal. Sa bouche était si sèche que sa langue collait à son palais. Ensuite, la femme lui donna un morceau de viande enveloppé dans une sorte de galette. Victoria le prit, le sentit. La viande avait une odeur de gibier, peut-être du cerf. Elle mordit prudemment. C'était bon, bien qu'un peu plus coriace que ce à quoi elle était habituée. La femme la regardait, hochant la tête comme pour approuver que la captive mange. Victoria finit de manger, s'essuya la bouche du revers de la main et se décida enfin à parler. « Où est ma sœur ?» demanda-t-elle doucement, sachant qu'il était peu probable que la femme la comprenne, mais espérant tout de même un miracle. La femme fronça les sourcils, ne comprenant pas. Victoria répéta, se montrant du doigt, puis faisant un geste comme si une autre personne se tenait à côté d'elle. « Ma sœur, Élisabeth. » La femme secoua la tête, marmonna quelque chose dans sa langue et sortit du tipi. Victoria resta seule. Elle entoura ses genoux de ses bras et ferma les yeux, essayant de se calmer. Qu'allait-il se passer? Pourquoi l'avait-on amenée ici? Qu'allait-il lui faire? Elle se souvint des histoires entendues en ville, au saloon où son père l'emmenait parfois faire des courses. Les hommes parlaient des raids indiens, des prisonniers torturés et tués. Mais il y avait aussi d'autres histoires, sur des femmes prises comme épouses, des enfants qui devenaient membres de la tribu. Victoria ne savait que croire. Le temps s'étirait lentement. Derrière la toile du tipi, on entendait des voix, des rires d'enfants, les pleurs de quelqu'un. Puis tout se calma. Seul le crépitement d'un feu et le hurlement lointain d'un coyote brisaient le silence. Victoria était sur le point de s'assoupir quand la toile de l'entrée fut soulevée, et l'homme, le chef, comme elle l'avait compris, entra. Derrière lui se tenait une petite fille, âgée de 6 ou 7 ans. L'enfant avait d'immenses yeux sombres, effrayés et tristes. Ses cheveux étaient tressés en 2 nattes, et elle portait un collier de petits coquillages. Le chef prononça quelques mots en s'adressant à la fillette. Elle ne bougea pas. Il répéta plus doucement, posant une main sur son épaule. La petite fille avança d'un pas hésitant et s'assit sur une peau en face de Victoria. Puis elle leva vers elle des yeux pleins de méfiance. Le chef s'assit à côté d'elle. Il regarda Victoria longuement, puis se mit à parler. Sa voix était grave, un peu rauque. Et bien qu'elle ne comprit pas les mots, l'intonation était claire. Il expliquait quelque chose d'important. Puis il leva la main et se désigna. « Aigle noir », dit-il lentement, en détachant les syllabes. Victoria hocha la tête, répétant le nom pour elle-même. Puis il désigna la fillette. « Petite étoile ». La fillette ne réagit pas, continuant de fixer Victoria avec la même méfiance. Aigle noir se remit à parler, désignant tour à tour Victoria, puis la fillette, et faisant un geste, comme s'il étreignait l'air. Victoria ne comprit pas tout de suite. Puis la signification lui apparut. Il voulait qu'elle... Quoi? Qu'elle s'occupe de la fillette? Qu'elle devienne sa mère? Elle regarda l'enfant, ses yeux tristes, ses petites épaules maigres. Quelque chose en elle vacilla. Victoria savait ce que signifiait perdre une mère. La sienne était morte quand elle avait 10 ans. Son père avait essayé de faire face, mais c'était difficile. Et Victoria avait grandi plus vite que nécessaire, prenant en charge sa jeune sœur Élisabeth. Elle hocha la tête, ne sachant que faire d'autre. Aigle noir sembla satisfait. Il se leva, prononça encore quelques mots et sortit, laissant Victoria seule avec la fillette. Petite Étoile la regardait en silence. Victoria essaya de sourire, mais son sourire fut crispé. Elle ne savait ni quoi dire, ni quoi faire. Elle tendit la main, mais la fillette recula. Victoria baissa la main en soupirant.
Je ne te ferai pas de mal, dit-elle doucement, tout en sachant que l'enfant ne la comprenait pas. Je te le promets. La fillette cligna des yeux, puis s'allongea lentement sur la peau, se recroquevillant. Victoria la regarda, sentant son cœur se serrer. Elle était elle-même une captive, ignorant ce que demain lui réservait. Mais elle se sentait déjà responsable de ce petit être. Elle s'allongea à son tour, tirant sur elle une peau qui se trouvait à proximité. Il faisait frais. Le vent nocturne s'infiltrait par les fentes du tipi. Victoria ferma les yeux, mais le sommeil ne venait pas. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête. Sa sœur, sa maison, ce qui l'attendait ici. Elle se souvint du regard d'Aigle Noir. Il n'y avait ni méchanceté ni convoitise, comme elle l'avait craint. C'était autre chose. De la lassitude peut-être, ou de la douleur, comme s'il portait lui-même un lourd fardeau et cherchait un moyen de l'alléger. Victoria se tourna sur le côté, observant la fillette endormie. Petite Étoile respirait régulièrement, mais même dans son sommeil, son visage était tendu, comme si elle craignait de se réveiller. Coton en sauce songeait Victoria. Elle n'avait pas de réponse. Alsana, elle ne savait pas combien de temps elle resterait ici, si elle survivrait, si elle reverrait un jour sa maison. Mais cette nuit-là, allongée dans un tipi étranger, à côté d'une enfant orpheline, elle prit une décision. Tant qu'elle serait ici, elle tiendrait bon, elle ne se briserait pas, elle ne se rendrait pas. Elle s'endormit au son du campement nocturne. Le murmure du vent, le crépitement des feux, une voix lointaine chantant une chanson triste dans une langue inconnue. Le matin commença avec la lumière crue qui filtrait à travers les fentes du tipi. Victoria se réveilla, transie de froid, et réalisa que Petite Étoile ne dormait plus. La fillette était assise près de l'entrée, la regardant avec la même expression méfiante. Victoria s'assit, s'étira, sentant son dos et ses épaules endolories. Son corps n'était pas habitué à dormir sur le sol, même couvert de peau. Elle tenta de se rafraîchir, arrangea ses cheveux, épousseta sa robe de laine sombre, couverte de poussière et de boue de la veille. La toile de l'entrée se souleva, et la même femme âgée entra. Elle apporta un bol contenant une sorte de bouillie et un morceau de viande séchée. Elle le posa devant Victoria et lui fit signe de manger. Puis elle s'assit à côté d'elle et se mit à expliquer quelque chose en gesticulant. Victoria s'efforçait de comprendre, mais les mots lui étaient étrangers, incompréhensibles. La femme la prit par la main et l'entraîna dehors. Victoria sortit en plissant les yeux sous la lumière vive. Le camp était déjà réveillé. Les femmes allumaient un tué les feux, préparaient la nourriture. Les enfants couraient entre les tipis, et les hommes inspectaient leurs armes ou partaient en groupe, probablement pour la chasse. La vieille femme la conduisit à la rivière. L'eau était froide, transparente, et coulait rapidement sur un lit de pierre. La femme lui montra comment se laver, comment puiser l'œil avec ses mains. Victoria obéit, sentant la fraîcheur vivifiante sur son visage, chasser les dernières bribes de sommeil. On la ramena ensuite au tipi. Petite Étoile se tenait à l'entrée, observant. Quand Victoria s'approcha, la fillette ne s'enfuit pas, mais ne s'approcha pas non plus. Elle restait là, comme si elle attendait quelque chose. Victoria s'accroupit pour être à la hauteur de ses yeux. Elle tendit la main, paume ouverte. La fillette la regarda, puis, prudemment, très prudemment, toucha la paume de Victoria du bout des doigts. Le contact fut léger, presque immatériel, mais Victoria sentit une chaleur. Elle sourit, et cette fois, son sourire était sincère. Petite Étoile retira sa main et courut rejoindre les autres enfants. Victoria la suivit du regard, éprouvant un sentiment étrange. Pas de l'espoir, non. Plutôt une possibilité. La possibilité que peut-être ce ne soit pas la fin, que ce soit le début de quelque chose d'autre. Une semaine passa, peut-être plus. Victoria avait cessé de compter les jours. Ils se fondaient en un flot infini de sons, d'odeurs et de sensations nouvelles. Chaque matin commençait de la même manière.
La vieille femme, que tout le monde appelait Saule Blanc, apportait de la nourriture et lui montrait en silence ce qu'il fallait faire. Porter de l'eau, aider à la cuisine, ramasser du bois, tanner les pots. Les mains de Victoria se couvrirent de callosités et d'égratignures. Son dos lui faisait mal à cause de ce travail inhabituel. Mais elle ne se plaignait pas, ne pleurait pas. Elle faisait ce qu'on exigeait d'elle, s'efforçant de ne pas penser à sa maison, à son père, à sa sœur. Chaque fois que ses pensées revenaient à Élisabeth, son cœur se serrait si fort qu'il devenait difficile de respirer. Elle ne savait pas si sa sœur était vivante, où elle était, ce qu'il était advenu d'elle. Cette ignorance était pire que n'importe quelle douleur physique. Petite Étoile se tenait à distance. La fillette n'apparaissait dans le tipi que le soir, à la tombée de la nuit, s'allongeait sur sa peau et se tournait silencieusement vers le mur. Le matin, quand Victoria se réveillait, elle était déjà partie. Victoria essayait de lui parler, lui tendait des morceaux de nourriture, lui souriait, mais la fillette ne répondait pas. Elle se contentait de la regarder de ses immenses yeux tristes et s'en allait. Victoria voyait rarement Aigle Noir. Il apparaissait au camp le soir, parfois dans la journée, mais il était toujours occupé. Il parlait avec les guerriers, inspectait les chevaux, partait avec un groupe de chasseurs. Parfois leurs regards se croisaient. Il la regardait d'un air scrutateur, mais sans hostilité. Victoria ne comprenait pas ce qu'il voyait en elle. Une captive, une future épouse, ou simplement une étrangère qu'il fallait bien caser quelque part. Un soir, alors que Victoria était assise près du feu et nettoyait des racines que Saule Blanc lui avait demandé de préparer pour le dîner, une jeune femme s'approcha d'elle. Elle avait à peu près le même âge que Victoria, peut-être un peu plus. Elle portait une robe en dame claire, ornée de motifs de perles bleues et blanches. Ses cheveux étaient tressés en une longue natte, entrelacée d'un ruban de tissu rouge. La femme s'assit à côté d'elle, prit une des racines et lui montra comment enlever correctement la peau sans abîmer la chair. Victoria hocha la tête, imitant ses gestes. Elles travaillèrent en silence pendant quelques minutes. Puis la femme prit la parole. Sa voix était douce, mélodieuse. « Tu apprends vite, dit-elle, et Victoria sursauta de surprise. « Vous parlez anglais ?» La femme sourit. « Un peu. Mon père faisait du commerce avec les hommes blancs. Il m'a appris quelques mots. Je m'appelle Rosée du Matin. » Victoria sentit une boule se former dans sa gorge. Enfin, quelqu'un avec qui elle pouvait parler. « Victoria, » se présenta-t-elle. « Mais vous pouvez m'appeler Vicky. »« Vicky ?» répéta Rosée du Matin, essayant le nom sur sa langue. C'est un nom étrange, mais joli. Elles continuèrent à travailler, et Victoria se décida à poser la question qui la tourmentait depuis tout ce temps. « Ma sœur, la jeune fille qui était avec moi dans le fourgon, savez-vous où elle est ?» Rosée du Matin fronça les sourcils, réfléchit. « Une autre femme blanche, jeune, oui, elle a 18 ans. Cheveux blonds, yeux bleus. Elle a été emmenée par des guerriers d'un autre groupe. Ils sont partis vers le nord, vers un autre camp. J'ai entendu dire qu'elle était en vie, mais je n'en sais pas plus. » Victoria ferma les yeux, soulagée. En vie. Élisabeth était en vie. C'était tout ce qui comptait pour l'instant. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci de me l'avoir dit. » Rosée du Matin hocha la tête, puis la regarda attentivement. « Aigle Noir t'a choisi pour Petite Étoile. C'est un grand honneur. »« Je ne comprends pas, » avoua Victoria. « Pourquoi moi? Que veut-il de moi ?» Rosée du Matin posa la racine, s'essuya les mains sur sa robe. « Sa femme s'est morte l'hiver dernier. Une maladie est venue, qui en a emporté beaucoup. D'abord les enfants, puis les adultes. Sa femme soignait les malades, sans se ménager. La fièvre l'a terrassée en quelques jours. Petite Étoile a vu sa mère s'éteindre, son corps brûlé de fièvre. Elle lui a tenu la main jusqu'à la fin. Victoria sentit son cœur se serrer. Elle imagina la petite fille, assise au chevet de sa mère mourante, impuissante, terrifiée.
Après cela, la fillette a cessé de parler. Continua doucement Rosée du matin. Elle s'est tue, comme si sa voix était restée coincée dans sa gorge avec son chagrin. Aigle Noir a essayé de l'aider. Mais rien n'y a fait. La fillette s'éloignait de plus en plus, se perdant dans le silence et la tristesse. Il cherchait une femme qui pourrait lui servir de mère, la ramener à la vie. Mais pourquoi une captive? Pourquoi pas quelqu'un de votre tribu? Rosée du matin soupira. Il a essayé. Mais Petite Étoile les rejetait toutes. Elle se souvient de sa mère, de sa voix, de ses caresses. N'importe quelle femme de la tribu aurait été trop semblable, et la fillette aurait comparé. Aigle Noir a pensé qu'une femme étrangère, qui ne ressemblait pas à sa mère, pourrait être perçue différemment, non pas comme une remplaçante, mais comme quelqu'un de nouveau. Victoria resta silencieuse, digérant ce qu'elle venait d'entendre. Elle n'était donc pas là par caprice du chef, ni parce qu'il voulait la prendre pour femme par désir. Il pensait à sa fille, à une enfant qui se perdait dans son chagrin. « Mais je ne veux pas être ici, dit-elle doucement. Je veux rentrer chez moi, retrouver mon père, ma vie. » Rosée du matin la regarda avec compréhension. « Je sais, mais ta maison est loin et le chemin est dangereux. Pour l'instant, tu es ici, et tant que tu es ici, tu peux choisir comment vivre. Lutter et souffrir, ou accepter et trouver la paix. » Elle se leva et pousseta sa robe. « Je viendrai demain. Je t'apprendrai nos mots. Ce sera plus facile. » Victoria la regarda s'éloigner, ressentant un mélange de gratitude et de confusion. Accepter? Comment pouvait-on accepter d'être arraché à sa vie, séparé de sa famille? Mais au fond d'elle, elle savait que Rosée du matin avait raison. La lutte ne la ramènerait pas chez elle. Pas ici, pas maintenant. Peut-être qu'un jour, une chance de s'échapper se présenterait. Mais pour l'instant, il n'y en avait pas. Et tant qu'elle était ici, elle devait survivre. Cette nuit-là, Victoria ne put trouver le sommeil. Elle était allongée, regardant la fumée s'élever du feu mourant vers l'ouverture au sommet du tipi. Petite Étoile dormait à côté, respirant doucement. Victoria tourna la tête, observant la fillette. Le visage de l'enfant dans la pénombre semblait si petit, si vulnérable. Elle a tenu la main de sa mère pendant qu'elle mourait, songea Victoria. Quel cauchemar pour une enfant, quelle douleur. Victoria connaissait cette douleur. Elle aussi avait tenu la main de sa mère dans ses derniers instants, avait vu la vie quitter ses yeux aimés. Elle avait 10 ans, et cette image l'avait hantée pendant des années. Quelque chose en elle vibra, un lien, une compréhension. Elle savait, toutes les deux, ce que c'était que de perdre la personne la plus importante, d'être impuissante face à la mort. Elle tendit la main et ajusta doucement la peau qui avait glissé de l'épaule de la fillette. Petite Étoile bougea dans son sommeil, mais ne se réveilla pas. Le lendemain apporta des changements. Rosée du matin vint comme promis et commença à enseigner à Victoria la langue des Cheyennes. Elles s'assirent près de la rivière, loin du camp, et Rosée du matin lui montrait des objets en les nommant. Eau, ciel, arbre, pierre. Victoria répétait, s'efforçant de mémoriser les sons inconnus. La langue était complexe, gutturale, mais elle s'appliquait avec ténacité. Puis, Rosée du matin lui apprit des phrases. Quote on, quote on, quote on, quote quote. Victoria aurait tout noté si elle avait eu du papier et un crayon, mais elle n'en avait pas. Alors elle répétait encore et encore, jusqu'à ce que les mots lui semblent un peu moins étrangers. « Tu es une bonne élève », dit Rosée du matin avec approbation. « Bientôt, tu parleras comme l'une des nôtres. »« Je ne veux pas être l'une des vôtres, » répondit Victoria. Mais il n'y avait pas de colère dans sa voix. Juste de la lassitude. Rosée du matin ne s'en offusqua pas. Vouloir et être sont deux choses différentes. Ta vie a changé. Tu peux y résister, mais cela ne changera pas ce qui est. Le soir, quand Victoria retourna au tipi,
Petite Étoile était déjà là. La fillette était assise près du feu, regardant les flammes. Victoria s'assit à côté d'elle, laissant un petit espace entre elles. Elle se souvint des mots que Rosée du matin lui avait enseignés et essaya. « Bonsoir », dit-elle en langue cheyenne, hésitante mais prononçant les mots. Petite Étoile tourna la tête, la regardant avec surprise. Victoria vit une lueur d'intérêt dans ses yeux sombres. Elle sourit. « J'apprends votre langue », continua-t-elle en anglais, sachant que la fillette ne la comprendrait pas, mais espérant que l'intonation transmettrait le sens, pour que nous puissions parler. La fillette resta silencieuse, mais ne se détourna pas. Victoria considéra cela comme une petite victoire. Elles restèrent assises ainsi, en silence, écoutant le crépitement du feu, et Victoria sentit que quelque chose changeait entre elles. Le mur invisible ne s'était pas effondré, mais il s'était fissuré. Quelques jours plus tard, Aigle Noir fit appeler Victoria. Saule Blanc vint et lui fit signe de la suivre. Victoria marcha, sentant son pouls s'accélérer. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Aigle Noir se tenait près du grand tipi, celui orné d'images d'aigle. Deux guerriers se tenaient à ses côtés, mais en voyant Victoria, il leur fit un signe de tête et ils s'éloignèrent. D'accord. Il la regarda longuement, d'un air évaluateur, puis se mit à parler. Ses mots étaient lents, clairs, comme s'il comprenait qu'elle avait du mal. Victoria se concentra, essayant de distinguer les mots familiers. Elle comprit quelques bribes. Fille, apprendre, bien. Il parlait de Petite Étoile. Elle hocha la tête, montrant qu'elle avait compris au moins en partie. Puis elle tenta de répondre dans sa langue. « J'essaye. Je veux aider. » Les mots sortirent maladroitement, avec un accent terrible, mais Aigle Noir comprit. Quelque chose passa dans ses yeux. De la surprise, de l'approbation. Victoria n'en était pas sûre. Il fit un pas vers elle, et elle recula involontairement. Il s'arrêta, fronçant les sourcils. Puis il tendit lentement la main et toucha son poignet, où les marques des cordes étaient encore visibles. Ses doigts étaient en chaud, rugueux par le travail. Il passa un doigt sur la cicatrice, et son visage se durcit. Il dit quelque chose, sa voix empreinte de regret. Victoria ne comprit pas les mots, mais l'intonation était claire. Il regrettait qu'on l'ait lié, qu'on lui ait fait mal. Elle retira doucement sa main, non par peur, mais par gêne. Son contact était inattendu, presque tendre, et cela la déconcertait. « Tout va bien », dit-elle en anglais. Puis elle essaya de traduire. « Bien. Plus mal maintenant. » Il hocha la tête, reculant. Puis il lui fit signe de le suivre. Victoria obéit, ne sachant pas où il l'emmenait. Ils sortirent du camp, vers une petite clairière où paissaient les chevaux. Ils étaient nombreux, tachetés, bais, noirs, de beaux et puissants animaux. Aigle Noir s'approcha de l'un d'eux, une jument grise avec des marques blanches sur le chanfrein. Il la caressa, lui murmura quelque chose, puis se tourna vers Victoria. Il prit sa main et la posa sur l'encolure du cheval. Victoria sentit la chaleur, la douceur du poil, la puissance des muscles sous la peau. La jument renifla mais ne s'écarta pas. Aigle Noir dit quelques mots, désignant le cheval, puis Victoria. Elle ne comprit pas tout de suite. Puis la réalisation vint. Il lui offrait ce cheval. « Pour moi ?» demanda-t-elle, incrédule. « C'est pour moi ?» Il hocha la tête en souriant. Le sourire était léger, à peine perceptible. Mais il transforma son visage. Il paraissait plus jeune, plus doux. Victoria sentit son cœur manquer un battement. Elle caressa le cheval, se sentant à la fois excitée et déconcertée. Pourquoi faisait-il cela? Pourquoi lui offrait-il un cadeau si précieux? Comme s'il lisait dans ses pensées. Aigle Noir se remit à parler, lentement, clairement. Rosée du matin lui avait appris assez de mots pour qu'elle comprenne l'essentiel. Que tendre des petites, nous partis de la famille. Les mots résonnèrent dans son esprit. Elle n'était plus une captive. Elle faisait partie de sa famille. Victoria ne sut que répondre. Elle se contenta de hocher la tête, caressant toujours le cheval, sentant en elle un combat d'émotions contradictoires.
le soulagement, car on ne la considérait plus comme une prisonnière. La peur, car cela signifiait que le retour à la maison devenait de plus en plus flou. Et autre chose, quelque chose de chaud et d'incompréhensible, quand elle regardait Aigle Noir. Ils retournèrent au camp ensemble, en silence. Mais le silence n'était pas tendu, plutôt calme. Victoria sentait sa présence à ses côtés, sentait son regard qui, de temps en temps, s'attardait sur elle. Quand ils arrivèrent au tipi, Petite Étoile se tenait à l'entrée. En voyant son père et Victoria ensemble, la fillette se figea. Aigle Noir s'approcha de sa fille, s'accroupit et lui dit quelque chose. La fillette écouta, puis regarda Victoria, longuement, d'un air scrutateur. Puis, à la surprise de tous, Petite Étoile fit un pas en avant et tendit à Victoria une petite figurine sculptée dans le bois. C'était un cheval, grossièrement façonné par des mains d'enfant, mais avec amour. Victoria prit la figurine, sentant une boule se former dans sa gorge. « Merci » murmura-t-elle en anglais, puis en cheyenne. « Merci, Petite Étoile, Petite Étoile. » La fillette ne sourit pas, mais il n'y avait plus de méfiance dans ses yeux. Il y avait un espoir prudent. Aigle Noir les regardait, et son visage arborait une expression que Victoria ne pouvait pas déchiffrer. Mais elle sentait que quelque chose d'important venait de se produire. Que quelque chose avait changé entre eux trois. Cette nuit-là, allongée sous les peaux, Victoria tenait le cheval de bois dans ses mains et songeait à l'étrangeté de la vie. Une semaine auparavant, elle était une captive, une étrangère dans ce monde. Et maintenant, elle avait un cheval, une fillette qui commençait à lui faire confiance, et un chef qui la regardait non pas comme une proie, mais comme une personne. Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis sa capture, elle s'endormit paisiblement, sans craindre le lendemain. Quelques jours de plus passèrent. Victoria se réveilla tôt, alors qu'il faisait encore sombre derrière la toile du tipi, mais l'aube se faisait déjà sentir. Elle s'étira, sentant ses épaules ankylosées, et s'assit, repoussant la peau. Petite Étoile dormait, recroquevillée, serrant le petit cheval de bois qu'elle avait offert à Victoria quelques jours plus tôt. Victoria sourit en la regardant. La fillette commençait à changer. Très peu, presque imperceptiblement, mais Victoria le voyait. Petite Étoile ne s'enfuyait plus immédiatement comme avant. Parfois, elle restait à proximité, écoutant Victoria tenter maladroitement de parler leur langue. Une fois, elle l'avait même corrigé, lui montrant comment prononcer correctement un mot. La voix de la fillette, elle était douce, un peu rauque à cause de son long silence. Mais elle était là. Victoria se leva, ajusta sa robe et grimaça. Le tissu de laine sombre était déchiré en bas, taché de terre et de poussière. Le col était usé, une manche déchirée à plusieurs endroits. Elle avait essayé de la laver dans la rivière, mais sans grand succès. La robe était faite pour la vie en ville, pour les maisons propres et les rues pavées, pas pour un campement dans la prairie, ni pour travailler avec le bois et les peaux. Elle sortit du tipi, inspirant l'air frais du matin. Le ciel à l'est commençait à s'éclaircir, se teintant d'un rose pâle. Le camp se réveillait lentement. Un chien aboya quelque part. Quelqu'un attisait un feu. On entendit des pleurs d'enfants. Victoria se dirigea vers la rivière avec l'outre en cuir pour l'eau. Le chemin lui était désormais familier. Passer devant le tipi de rosée du matin, près de l'enclos des chevaux, puis descendre le sentier jusqu'à la rive. L'eau était froide, transparente, et Victoria se lava le visage, sentant le froid chasser les derniers vestiges de sommeil. Elle remplit l'outre et s'apprêtait à repartir quand elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna. Rosée du matin venait vers elle, un ballot dans les mains. « Bonjour », salua Victoria en langue cheyenne, s'efforçant de prononcer les mots correctement. Rosée du matin sourit. « Bonjour, tu parles bien. Bientôt, tu parleras sans erreur. » Elle tendit le ballot à Victoria. Celle-ci le prit, sans comprendre. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvre. »
Victoria défit le lien et eut un hoquet de surprise. À l'intérieur se trouvait une robe. Pas comme la sienne, pas en laine et pas pour les colonies blanches. C'était une robe en dame souple, d'une couleur sable clair avec une teinte fumée. Longue, avec de larges manches et des franges sur les bords. Sur la poitrine et les épaules courait une bande de broderie perlée, des motifs géométriques et précis en blanc, bleu et rouge. Plus bas, sur l'ourlet, une autre bande de perles s'étirait. Les franges étaient longues, soigneusement coupées, et Victoria imagina le travail que cela avait représenté. « C'est pour moi ?» demanda-t-elle, incrédule. « Oui, je l'ai cousu pour toi. Ta robe est déchirée, tu ne peux plus la porter. Tu ne peux pas rester ainsi. Tu fais partie de la tribu maintenant, tu dois t'habiller comme nous. » Victoria caressait le dame, sentant sa douceur, sa chaleur. Le matériau était incroyablement agréable au toucher, bien différent de la laine rêche. « Je ne sais pas quoi dire. Merci, c'est si beau. »« Yesayela, dit Rosée du matin. Retournons au camp, je vais t'aider. » Elles repartirent ensemble. Dans son tipi, Rosée du matin aida Victoria à enlever sa vieille robe et à enfiler la nouvelle. Le daïm épousa son corps en douceur, comme une seconde peau. La robe était longue, presque jusqu'aux chevilles, et quand Victoria bougeait, les franges bruissaient doucement et les perles scintillaient à la lumière. « Comment ça te va ?» demanda Rosée du matin en la regardant. « Parfaitement. C'est si léger, si confortable. » Rosée du matin hocha la tête avec satisfaction. « Bien. Maintenant, tu ne te démarqueras plus. Tu ressembleras à l'une d'entre nous. » Victoria la regarda. « Mais je ne suis pas l'une d'entre vous. Je suis toujours une femme blanche qu'on a enlevée de chez elle. » Rosée du matin soupira. « Les vêtements ne changent pas qui tu es à l'intérieur. Mais ils montrent aux autres que tu essaies de faire partie de ce monde. C'est important. » Elle partit, laissant Victoria debout au milieu du tipi, s'examinant. Il n'y avait pas de miroir, mais elle sentait qu'elle avait changé. La robe la transformait, la rendait différente, plus adaptée à cet endroit. Petite Étoile se réveilla et, voyant Victoria dans sa nouvelle robe, se figea. Puis elle s'approcha lentement, tendit la main et toucha les franges. Elle leva les yeux vers Victoria, et une question s'y lisait. « Rosée du matin l'a cousu pour moi », expliqua Victoria en langue cheyenne, choisissant lentement ses mots. « Mon ancienne robe était mauvaise. Celle-ci est nouvelle. Tu aimes ?» La fillette hocha la tête. Puis, soudain, elle prit la main de Victoria et la tira vers la sortie. Victoria la suivit, surprise et émue. Petite Étoile la guida à travers le camp, jusqu'au grand tipi orné d'aigles, le tipi d'Aigle Noir. La fillette s'arrêta à l'entrée et appela son père. Aigle Noir sortit du tipi. Il était torse nu et sur ses épaules et sa poitrine, on voyait de vieilles cicatrices, longues et blanchies par le temps. Ses cheveux étaient lâchés, tombant sur ses épaules en lourdes mèches. Il regarda Victoria, et quelque chose changea dans son regard. Il tourna lentement autour d'elle, l'examinant, et Victoria sentit le rouge lui monter aux joues. Elle resta immobile, s'efforçant de ne pas s'agiter, de ne pas détourner le regard. Aigle Noir s'arrêta devant elle, la regarda dans les yeux. « Tu es belle, » dit-il dans sa langue, lentement, clairement, pour qu'elle comprenne. Victoria comprit. Son cœur manqua un battement, et elle ne sut que répondre. Remercier, plaisanter, elle se contenta de hocher la tête, se sentant gênée et éprouvant autre chose. Quelque chose de chaud qui se répandait dans sa poitrine. Aigle Noir s'adressa à sa fille, lui dit quelque chose. La fillette hocha la tête et s'enfuit. Puis il regarda de nouveau Victoria. « Viens avec moi », dit-il en lui faisant signe de le suivre. Ils sortirent du camp vers l'endroit où paissaient les chevaux. La jument grise qu'il avait offerte à Victoria se tenait à l'écart, broutant l'herbe. En les voyant, elle leva la tête et renifla. Aigle Noir s'approcha du cheval, lui tapota l'encolure, puis regarda Victoria.
Tu dois apprendre à monter, dit-il. Une femme de la tribu n'a pas besoin d'un cheval pour la beauté. Elle en a besoin pour monter. Victoria savait monter à cheval. Son père le lui avait appris dans son enfance. Mais c'était il y a longtemps, et elle n'était pas sûre de s'en souvenir. « Je vais essayer, » dit-elle. Aigle Noir l'aida à monter. Il n'y avait pas de selle, juste une petite peau jetée sur le dos du cheval. Victoria s'assit, sentant la chaleur et la puissance de l'animal sous elle. Aigle Noir recula, observant. « Montre-moi comment tu montes. » Victoria prit les rênes, toucha légèrement les flancs du cheval avec ses talons. La jument s'avança, d'abord lentement, puis plus vite. Victoria sentit le vent dans ses cheveux, le martèlement des sabots, le mouvement sous elle. C'était bon, libre. Elle lança le cheval au galop, fit un tour dans le champ, puis revint vers Aigle Noir. Il la regardait avec approbation. « Tu montes bien, qui t'a appris, mon père, quand j'étais petite ?» Aigle Noir hocha la tête, puis il tendit la main pour l'aider à descendre. Quand Victoria toucha le sol, elle se retrouva tout près de lui, si près qu'elle pouvait voir chaque ligne de son visage, chaque cicatrice, chaque mèche de cheveux. Il la regardait, sans détourner les yeux, et Victoria sentit sa respiration s'accélérer. Il leva la main et toucha une mèche de ses cheveux qui s'était échappée de sa natte. Il y passa les doigts, lentement, pensivement. Victoria se figea, ne sachant que faire. Ce contact était tendre, presque intime, et il l'effrayait et l'attirait à la fois. « Tes cheveux ont la couleur des feuilles d'automne, » dit-il doucement. « Je n'en ai jamais vu de pareil. » Victoria déglutit. Sa voix, quand elle la retrouva, était hétérauque. « Ma mère avait les mêmes cheveux. Je lui ressemble. Ta mère est-elle en vie? Non. Elle est morte quand j'avais 10 ans. » Aigle Noir baissa la main, et la compréhension passa dans ses yeux. « Tu sais ce qu'est la perte. Comme petite l'étoile. »« Oui, je sais. » Ils restèrent silencieux, et Victoria sentit que quelque chose changeait entre eux. Un fil invisible se tendait, les reliant. Pas de l'amour, non. Pas encore. Mais quelque chose. De la compréhension, peut-être. Ou le début de quelque chose de plus grand. Aigle Noir recula, rompant l'instant. « Va, ta fille Aggie a besoin de toi. » Victoria hocha la tête et retourna au camp. Son cœur battait toujours la chamade, et elle ne pouvait chasser de son esprit son contact, son regard, ses mots. La journée se passa en travaux habituels. Victoria aida Seul Blanc à préparer la nourriture, porta de l'eau, nettoya des pots. La nouvelle robe était bien plus confortable que l'ancienne. Le daïm n'entravait pas ses mouvements, ne la gênait pas, et Victoria se déplaçait plus librement, plus facilement. Les femmes du camp remarquèrent en ces nouveaux vêtements, hochant la tête avec approbation. Certaines s'approchaient, examinaient la broderie perlée, louant le travail de rosée du matin. Victoria commençait à se sentir partie intégrante de ce monde. Pas complètement, pas totalement, mais un peu. Comme si elle s'intégrait lentement au tissu de la tribu, devenant l'un des fils d'un grand motif. Le soir, alors que le soleil descendait vers l'horizon, peignant le ciel d'orange et de pourpre, Victoria était assise près du feu, avec Petite Étoile. La fillette apprenait à tresser un bracelet en lanière de cuir, et Victoria l'aidait, lui montrant comment entrelacer les fils. « Comme ça ?» demanda Petite Étoile, sa voix douce et hésitante. « Oui, exactement comme ça. Tu es très douée. » La fillette sourit. Pas un grand sourire, à peine perceptible, mais elle sourit. Victoria sentit son cœur se remplir de chaleur. C'était le premier sourire qu'elle voyait sur le visage de l'enfant. « Tu m'apprendras ta langue ?» demanda soudain Petite Étoile. Victoria fut surprise. « Tu veux apprendre l'anglais ?» La fillette hocha la tête. « Père dit que je dois connaître les 2 langues, pour comprendre différentes personnes. »« D'accord, je t'apprendrai. Et tu m'apprendras ta langue. Marché conclu ?» Petite Étoile tendit la main, et elles se la serrèrent, comme des adultes concluant un accord. Victoria se mit à rire, et la fillette sourit un peu plus largement. La nuit, quand Petite Étoile s'endormit, Victoria resta éveillée, regardant la fumée s'élever vers les étoiles.
Elle songeait à quel point sa vie avait changé en quelques semaines. Elle avait cessé d'être une captive. Elle était devenue quelqu'un d'autre. Pas un membre de la tribu, non, pas encore. Mais plus une étrangère non plus. Elle pensait à Aigle Noir, à son contact sur ses cheveux, à la façon dont il la regardait. Quelque chose en elle s'agitait, l'effrayant et l'attirant à la fois. Elle ne voulait pas ressentir cela, ne voulait pas s'attacher à cet endroit, à ces gens, car cela signifierait trahir sa maison, son père, sa vie d'avant. Mais le cœur n'écoutait pas la raison. Il battait plus vite quand elle voyait Aigle Noir. Il se remplissait de chaleur quand Petite Étoile lui souriait. Il commençait à s'habituer à cet endroit, à ces gens, à cette vie. Victoria ferma les yeux, chassant ses pensées. Pas maintenant. Elle n'y penserait pas maintenant. Elle vivrait simplement jour après jour et verrait ce que demain apporterait. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose changeait, que les murs qu'elle avait construits autour de son cœur commençaient à se fissurer. Et elle ne savait pas si elle voulait arrêter cela ou les laisser s'effondrer. Le lendemain matin, des guerriers d'une tribu voisine arrivèrent au camp. Ils étaient 5 tous à cheval, vêtus de chemises de guerre et de jambières. Ils apportaient des nouvelles, et Aigle Noir réunit les anciens pour un conseil. Victoria observait de loin, voyant les hommes assis en cercle discutant. Leurs visages étaient graves, et quelque chose dans leur posture trahissait l'inquiétude. Rosée du matin s'approcha d'elle. « Ils parlent des soldats », dit-elle doucement. « Des soldats blancs se déplacent sur le territoire. Ils cherchent quelque chose. Ou quelqu'un. » Victoria se sentit glacée. « Ils cherchent des prisonniers. » Rosée du matin haussa les épaules. « Peut-être. Ou c'est juste une patrouille. Mais il faut être prudent. Les soldats se sont dangereux. Ils ne cherchent pas à savoir qui a raison, qui a tort. Ils tirent, c'est tout. » Victoria regarda Aigle Noir, son visage tendu, et ressentit de la peur. Qu'arriverait-il si l'armée venait ici? La libérerait-il? Ou un massacre commencerait-il, comme elle l'avait entendu dans les récits? Elle ne savait que souhaiter. La liberté ou la sécurité de ces gens qui n'étaient plus des étrangers pour elle. Le conseil se termina, et les guerriers repartirent. Aigle Noir s'approcha de Victoria. Son visage était sérieux, ses yeux durs. « Si les soldats viennent, tu te cacheras. Tu te tairas. Compris ?» Victoria hocha la tête, sentant sa gorge se nouer. « Je comprends. » Il la regarda longuement, puis hocha la tête et s'en alla. Victoria resta là, s'enlaçant les bras, sentant un froid malgré le soleil chaud. Quelque chose changeait, une tempête approchait, et elle ne savait pas s'ils y survivraient. Les lunes se succédèrent. Victoria cessa de compter les semaines. Le temps s'écoulait différemment ici, au camp, non pas en jours et en heures, mais au rythme des saisons, du mouvement du soleil, des départs et des retours des chasseurs. Elle se réveillait à l'aube, comme tout le monde dans la tribu, travaillait jusqu'au coucher du soleil, et la nuit, elle s'endormait au son des tambours et des chants provenant des autres tipis. Ses mains s'étaient durcies, couvertes de callosité à force de travailler les peaux et le bois. Son visage avait bruni sous le soleil constant. Ses cheveux, qu'elle coiffait autrefois avec soin, étaient maintenant tressés en une simple natte, comme le faisaient les femmes de la tribu. Elle avait appris à reconnaître les plantes comestibles, à distinguer les traces d'animaux, à prédire le temps d'après les nuages et le vent. Petite Étoile était devenue son ombre. La fillette la suivait partout, l'aidait dans ses tâches, apprenait des mots anglais avec une telle ferveur que Victoria en était étonnée. La voix de l'enfant devenait plus assurée, son rire plus fréquent. Parfois, le soir, assise bloquée près du feu, Petite Étoile grimpait sur les genoux de Victoria et s'y endormait, le cou enlacé. Dans ces moments, le cœur de Victoria se remplissait d'un sentiment qu'elle ne pouvait nommer. Pas un amour maternel, non, pas encore tout à fait, mais quelque chose de très proche. Aigle Noir. Avec lui, tout était plus complexe. Il ne s'approchait pas ouvertement, ne parlait pas de ses sentiments, mais Victoria sentait constamment son regard sur elle.
quand elle travaillait, quand elle jouait avec sa fille, quand elle marchait simplement dans le camp. Sa présence était palpable, comme la chaleur d'un feu dans le vent froid. Parfois, il s'approchait, disait quelque chose sur le temps ou la chasse. Mais derrière les mots simples, on sentait quelque chose de plus, quelque chose de non dit. Un matin, Sol Blanc réveilla Victoria tôt, alors que le soleil n'était pas encore levé. La vieille femme lui fit signe de se préparer et de sortir. Victoria jeta sur ses épaules une légère cape en peau de daim. Les nuits devenaient plus fraîches, l'automne approchait, et sortit. Un groupe de femmes était déjà rassemblé près du feu. Rosée du matin, quelques autres avec qui Victoria avait fait connaissance, et 2 adolescentes. Toutes portaient des paniers en herbe tressée et des couteaux. « Nous allons cueillir des racines et des herbes », expliqua Rosée du matin. « L'hiver arrive bientôt. Il faut faire des provisions. Tu viens avec nous. Tu apprendras ce que chaque femme de la tribu doit savoir. » Elles quittèrent le camp alors que l'aube commençait à peine à teinter le ciel de rose et d'or. Et d'or, elles marchèrent longtemps, plus d'1 heure, jusqu'à un endroit où le sol était parsemé de plantes basses, aux larges feuilles. Les femmes se dispersèrent et commencèrent à creuser la terre pour en extraire les racines. Rosée du matin montra à Victoria comment faire correctement. Creuser avec précaution pour ne pas abîmer la racine. Distinguer les jeunes plants des vieux, lesquels prendre et lesquels laisser pour la récolte future. Le travail était ardu. Son dos se mit rapidement à lui faire mal à force de se pencher. Mais Victoria ne se plaignit pas. Elle travaillait aux côtés des autres femmes, écoutant leurs conversations, leurs rires, les chansons qu'elles fredonnaient en travaillant. L'une des jeunes femmes, nommée Biche Rapide, s'approcha de Victoria et lui tendit un morceau de viande séchée. « Mange, le travail est long, il faut des forces. » Victoria prit la viande, la remercia. Biche Rapide s'assit à côté d'elle, essuyant la sueur de son front. « Tu travailles bien, dit-elle. Pour une femme blanche, je pensais que vous étiez toutes faibles et paresseuses. » Victoria sourit. « Je pensais aussi que vous étiez tous cruels et sauvages. Nous nous trompions toutes les deux. » Biche Rapide se mit à rire, un rire clair et sincère. « Tu me plais. Et tu plais à Aigle Noir. Il te regarde comme il n'a regardé aucune femme depuis la mort de sa femme. » Victoria sentit le rouge lui monter aux joues. Il voulait juste une mère pour sa fille. Rien de plus. Biche Rapide secoua la tête. S'il avait voulu juste une mère pour sa fille, il aurait pris n'importe quelle veuve de la tribu. Il y en a beaucoup, et toutes auraient été heureuses de devenir la femme du chef. Mais il t'a choisi toi, parce que tu es spécial. Je ne suis pas spécial, je suis juste une captive qu'on a amenée ici. Tu n'es plus une captive, tu es l'une des nôtres maintenant. Et bientôt, tu seras la femme du chef si tu acceptes. » Victoria voulut protester, mais Biche Rapide s'était déjà levée pour retourner au travail. Les paroles de la jeune femme tournèrent dans sa tête tout le reste de la journée. La femme du chef, elle nie. N'y avait pas pensé si directement. Oui, il y avait une attirance entre eux. Elle ne pouvait le nier. Mais le mariage, cela signifierait rester ici pour toujours. Renoncer à l'espoir de rentrer chez elle. Accepter cette vie entièrement. Elle ne savait pas si elle était prête pour cela. Elles rentrèrent au camp le soir, chargées de paniers remplis de racines, d'herbes et de baies. Victoria était épuisée, mais c'était une fatigue agréable, celle d'un travail bien fait. Les femmes la félicitaient, lui tapaient sur l'épaule, et elle se sentait acceptée, utile. Petite Étoile l'accueillit près du tipi, se jetant joyeusement dans ses bras. « Tu es revenue, tu m'as manqué !» Victoria serra la fillette contre elle. « Toi aussi tu m'as manqué. Comment s'est passée ta journée ?»« À qui ? C'est qui ?»« Père m'a appris à tirer à l'arc, regarde !» La fillette attrapa un petit arc, fait spécialement pour des mains d'enfant, et tendit la corde, visant un arbre au loin. La flèche vola, manquant sa cible, mais Victoria applaudit quand même. « Bravo ! Bientôt tu seras une chasseresse comme ton père. »
Petite Étoile rayonna de fierté. Puis, soudain, elle demanda « Tu resteras avec nous, pour toujours ?» La question prit Victoria au dépourvu. Elle s'accroupit pour être au niveau des yeux de la fillette. « Pourquoi demandes-tu ça? Certains enfants disent que tu partiras, que les hommes blancs viendront te chercher et t'emmèneront. C'est vrai ?» Victoria ne savait que répondre. Elle ne voulait pas mentir à l'enfant, mais la vérité était trop complexe. « Je ne sais pas ce que demain nous réserve, » dit-elle prudemment. « Mais aujourd'hui, je suis ici, avec toi, et c'est ce qui est important. » Petite Étoile la serra fort, enfouissant son visage dans son épaule. Victoria lui caressait le dos, sentant son propre cœur se briser. Comment pourrait-elle abandonner cet enfant? Comment pourrait-elle lui briser le cœur à nouveau, alors qu'elle commençait à peine à revivre? Le soir, quand Petite Étoile fut endormie, Aigle Noir s'approcha du tipi. Il se tenait à l'entrée, attendant d'être invité. Victoria sortit à sa rencontre, enveloppée dans sa cape. « Viens, » dit-il simplement, et elle le suivit. Ils sortirent du camp, jusqu'à une petite colline d'où l'on voyait la prairie. La lune était presque pleine, inondant le monde d'une lumière argentée. Le vent faisait onduler l'herbe, créant des vagues semblables à la mer. Aigle Noir se tenait silencieux, regardant au loin. Victoria se tenait à côté, attendant qu'il parle. Finalement, il se tourna vers elle. « Tu travailles bien. Les femmes te louent. Elles disent que tu es forte et intelligente. J'essaie. Ma fille t'aime. Elle rit à nouveau, elle vit à nouveau. Tu l'as ramenée à la vie. » Victoria se tut, ne sachant que dire. « Je veux que tu deviennes ma femme, » dit-il directement, sans détour. « Pas parce que tu es une captive, pas parce que ma fille a besoin d'une mère, parce que je le veux. Je te regarde, et je vois une femme forte et bonne, qui ne s'est pas brisée quand la vie a changé, qui a accepté un nouveau monde et y a trouvé sa place. » Victoria sentit son souffle se couper. Elle le regardait, ce visage fort et sévère, qui était maintenant doux, ouvert. Dans ses yeux, on lisait à la fois l'espoir et la peur d'un refus. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « C'est si inattendu. » « Réfléchis, je ne demande pas de réponse maintenant, mais sache que je le veux. Je veux que tu sois à mes côtés, pas comme une captive, pas comme une aide, comme une femme que je respecte et que j'apprécie. » Il n'a pas dit « quote 99 ». Mais Victoria l'entendit dans sa voix, le vit dans son regard. Quelque chose en elle vacilla. Les murs qu'elle avait construits autour de son cœur se fissurèrent. « Je vais y réfléchir, » dit-elle. « J'ai besoin de temps. » Il hocha la tête, acceptant sa réponse. Puis, soudain, il tendit la main et lui toucha la joue. Le contact était doux, presque timide. Victoria ferma les yeux, sentant la chaleur de sa paume, la rugosité de ses callosités. « Tu es belle au clair de lune, » murmura-t-il, comme un esprit de la prairie. Puis il recula, se retourna et s'en alla, la laissant seule sous la lune, le cœur battant à tout haute rompre et les pensées confuses. Victoria retourna au tipi, mais ne put trouver le sommeil. Elle était allongée dans le noir, songeant à sa proposition. Devenir sa femme signifiait accepter cette vie entièrement, renoncer au passé, à sa maison, à son père. Mais avait-elle vraiment le choix? Elle ne savait pas où était son père, s'il était en vie, ne savait pas comment rentrer. Et pour être honnête avec elle-même, elle n'était pas sûre de vouloir revenir. Ici, elle avait trouvé quelque chose qui manquait à sa vie d'avant. Un endroit où elle était nécessaire. Un enfant qui l'aimait. Un homme qui voyait en elle non pas juste une femme, mais une égale, forte, digne de respect. Mais trahir son peuple, sa famille et son sang, pouvait-elle faire cela? Le matin, Victoria fut réveillée par du bruit. Le camp était en effervescence. Les hommes se préparaient, vérifiaient leurs armes,
scellaient leurs chevaux. Elle sortit du tipi et vit Rosée du matin. Que se passe-t-il? La chasse. Un grand troupeau de bisons a été repéré non loin. Les hommes partent. C'est important, il faut faire des réserves de viande et de peau pour l'hiver. Victoria regardait Aigle Noir se préparer. Il portait une chemise de guerre, ornée de plumes et de perles, ses cheveux tressés en 2 nattes. Il avait l'air majestueux, puissant, et quelque chose se serra dans la poitrine de Victoria en le voyant. Petite Étoile se tenait à côté d'elle, lui tenant la main. « Père revient toujours, » dit la fillette. Mais on entendait de l'inquiétude dans sa voix. C'est un grand chasseur. Aigle Noir s'approcha d'eux avant de partir. Il serra sa fillette dans ses bras, lui murmura quelque chose. Puis il regarda Victoria. Leurs regards se croisèrent, et dans ses yeux, il y avait une question. Victoria ne sut que répondre, mais elle hocha la tête, simplement, pour lui faire savoir qu'elle attendrait. Il sourit, lui toucha l'épaule, puis monta à cheval et partit au galop avec les autres guerriers. Victoria les suivit du regard jusqu'à ce qu'ils disparaissent à l'horizon, ressentant de la peur et de l'inquiétude. La chasse au passeas au bison était dangereuse. Des hommes braves pouvaient ne pas revenir. La journée s'écoula lentement. Les femmes vaquaient à leurs occupations habituelles, mais toutes étaient tendues dans l'attente. Victoria essayait de se distraire, jouant avec Petite Étoile et dans Saule Blanc, mais ses pensées revenaient sans cesse à Aigle Noir. Côte au sang, vers le soir, des cris se firent entendre. Les hommes revenaient. Victoria sortit en courant du tipi avec les autres femmes et les enfants. Les chasseurs ramenaient leur butin. Plusieurs carcasses de bisons, énormes, lourdes. C'était un succès, un grand succès. Victoria chercha Aigle Noir des yeux et le vit enfin. Il était sain et sauf, bien qu'une égratignure fraîche soit visible sur son bras. Leurs regards se croisèrent à travers la foule, et il lui sourit, un vrai large sourire qui illumina son visage. Victoria sentit quelque chose se briser définitivement en elle. Les murs s'effondrèrent. Elle ne pouvait plus nier ce qu'elle ressentait. Elle l'aimait. Elle aimait cet homme fier, fort et tendre. Elle aimait sa fille. Elle aimait ça. Elle aimait cet endroit, ces gens, cette vie. Le soir, il y eut un grand festin. On fit griller de la viande, on chanta des chansons, on dansa autour des feux. Victoria était assise à côté d'Aigle Noir, et il lui tenait la main ouvertement, devant toute la tribu. C'était une déclaration. Tout le monde comprit qu'elle n'était plus simplement la femme qui vivait avec sa fille. Elle était son élue. Quand la fête se termina et que tout le monde fut parti, Aigle Noir raccompagna Victoria à son tipi. Devant l'entrée, il s'arrêta, lui prit les mains. « As-tu réfléchi ?» demanda-t-il doucement. Victoria le regarda, ce visage qui lui était devenu si cher. « Oui, » murmura-t-elle, « j'accepte. Je serai ta femme. » Il se figea comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Puis il l'attira à lui, la serra fort, enfouissant son visage dans ses cheveux. Victoria le serra en retour, sentant sa chaleur, sa force, sentant leur cœur battre à l'unisson. « Tu ne le regretteras pas, » murmura-t-il. « Je te le promets. Je prendrai soin de toi, je te protégerai. Tu es ma femme. Pour toujours. Pour toujours. » Le mot sonnait à la fois comme une promesse et une sentence. Mais Victoria n'avait plus peur. Elle avait fait son choix, et elle savait que c'était le bon choix, quoi qu'il arrive. Le mariage devait avoir lieu 3 jours plus tard. Rosée du matin expliqua à Victoria que les Cheyyennes n'avaient pas de cérémonie fastueuse comme les Blancs, mais un rituel propre, plein de sens et de beauté. Le fiancé amenait des chevaux au tipi des parents de la mariée, montrant sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille. La mariée revêtait sa plus belle robe, et après un échange de cadeaux, le couple était considéré comme mari et femme. Mais Victoria n'avait pas de parents ici, personne à qui offrir des chevaux. Aigle Noir décida que la cérémonie serait différente. Il apporterait des offrandes aux anciens de la tribu.
montrant qu'il prenait une femme blanche pour épouse non par caprice, mais dans le respect des traditions. Et Victoria devait coudre quelque chose de ses propres mains pour lui et pour Petite Étoile, montrant sa volonté de prendre soin de sa famille. Les 3 jours se transformèrent en un tourbillon de préparatifs. Les femmes de la tribu aidèrent Victoria, lui apportant des perles, du cuir, du fil, lui enseignant les motifs et les techniques transmises de génération en génération. Victoria cousit une nouvelle chemise pour Aigle Noir, l'ornant d'un motif perlé représentant un aigle aux ailes déployées. Le travail était minutieux. Ses doigts lui faisaient mal à force de manier l'aiguille. Ses yeux se fatiguaient sur les petits points, mais elle continuait. Chaque pointe était une déclaration d'amour. Chaque perle, une promesse de fidélité. Pour Petite Étoile, elle confectionna une petite pochette à amulettes, brodée d'étoiles en perles blanches et bleues. La fillette était assise à côté d'elle, observant son travail, et lui tendait parfois le matériel nécessaire, se sentant partie prenante d'un processus important. « Tu seras ma vraie mère maintenant ?» demanda Petite Étoile le soir du 2e jour, alors qu'elles étaient assises près du feu. Victoria posa son ouvrage, regarda la fillette. Dans ses yeux sombres, on lisait à la fois l'espoir et la peur de perdre à nouveau. « Je serai ta mère en tout, sauf par le sang », répondit doucement Victoria. « Je ne remplacerai pas celle qui t'a mise au monde. Personne ne le pourrait. Mais je t'aimerai, je te protégerai, je t'enseignerai, je serai là pour toi. Toujours. C'est une promesse. » Petite Étoile se jeta dans ses bras, la serrant fort, et Victoria sentit les épaules de l'enfant trembler de larmes contenues. Elle caressa le dos de la fillette, lui murmurant des mots apaisants, sentant sa propre gorge se nouer d'émotion. C'est ainsi qu'Aigle Noir les vit en s'approchant du tipi. Il s'arrêta à l'entrée, ne voulant pas interrompre ce moment, et Victoria, levant les yeux, croisa son regard. Dans ses yeux, il y avait de la gratitude, de la chaleur, quelque chose de profond et de poignant. Il lui fit un signe de tête, et ce simple geste signifiait plus que n'importe quel mot. Le 3e jour, le matin de la cérémonie, les femmes emmenèrent Victoria à la rivière. Elles la déshabillèrent, lavèrent toute la saleté et la poussière de sa peau, lui rincèrent les cheveux avec une décoction d'herbes qui sentait le frais et le propre. Puis elles lui massèrent le corps avec de l'huile, rendant sa peau douce et lisse. Rosée du matin lui peigna les cheveux, les tressant en 2 nattes comme le portaient les femmes mariées de la tribu, y entrelaçant de fines lanières de cuir rouge et blanc. Ensuite, elles lui passèrent une nouvelle robe. Pas celle qu'elle portait jusqu'alors, mais une robe spéciale, de mariage. Elle était en daim blanc, presque crème, longue, avec une multitude de franges. Toute la poitrine et les épaules étaient couvertes d'un motif complexe de perles, blanches, bleues, rouges, jaunes. Le motif représentait des plantes en fleurs, des oiseaux, des symboles de fertilité et de bonheur. Sur l'ourlet courait une autre bande de broderie, et quand Victoria bougeait, les perles tintaient doucement, presque musicalement. « C'est tout le village qui a cousu cette robe, » dit Rosée du matin. « Chaque femme y a ajouté quelque chose. C'est le signe que tu es acceptée. Tu es notre sœur. » Victoria se regarda dans le reflet de la rivière et se reconnut à peine. La femme qui la fixait depuis l'Ohio était belle, forte, confiante. Pas la captive d'effrayée amenée ici des mois plus tôt. Quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui avait trouvé sa place dans le monde. La cérémonie eut lieu au coucher du soleil. Tout le camp était rassemblé au centre, formant un cercle. Les anciens étaient assis aux places d'honneur, vêtus de leurs plus beaux atours. Aigle Noir se tenait au centre du cercle. Il portait la nouvelle chemise que Victoria lui avait cousue. Et elle était fière de voir comme elle lui allait bien sur ses larges épaules, comme l'aigle de perles semblait planer sur sa poitrine. Ses cheveux étaient lâchés, tombant sur son dos en lourdes vagues, et des plumes d'aigle y étaient entrelacées, signe de son statut de chef.
Victoria s'avança lentement vers lui, entourée des femmes de la tribu. Son cœur battait si fort qu'il semblait que tout le monde l'entendait. Elle regardait Aigle Noir, et il la regardait. Et dans son regard, il y avait tant de choses. De la fierté, de la tendresse, du désir, du respect. Elle s'arrêta devant lui, l'un des anciens, un homme aux cheveux gris et au visage sillonné des rides de la sagesse, prit la parole. Sa voix était celle d'un vieillard, mais forte. Il parla de l'union de deux âmes, de la force que donne la famille, des enfants qui perpétueront la lignée. Il dit que l'amour entre un homme et une femme est un don des esprits, et qu'il faut le chérir. Puis, Aigle Noir tendit un ballot à Victoria. Elle le déroula. À l'intérieur se trouvait une couverture, tissée de peau douce et ornée de motifs. Il l'avait faite lui-même, de ses propres mains, et Victoria savait quel travail cela représentait pour un guerrier. Pour que tu aies chaud les nuits froides, dit-il, pour que tu saches que je te protégerai de toutes les tempêtes. Victoria accepta le don, le serrant contre sa poitrine. Puis elle lui tendit la chemise qu'elle avait cousue pendant 3 jours. Pour que tu la portes avec fierté, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Pour que tu saches que mon cœur est toujours avec toi. Il prit la chemise, passa les doigts sur la broderie, et un sourire se dessina sur ses lèvres, rare mais sincère. L'ancien lia leurs poignets avec une lanière de cuir, prononçant des paroles de bénédiction. Puis il la défit, et ils furent manéchins, mari et femme, selon les lois de la tribu. Les tambours se mirent à gronder, les gens à chanter, et la fête commença. On fit griller de la viande, on dansa autour des feux, on chanta des chansons. Victoria et Aigle Noir étaient assis côte à côte, et il lui tenait la main ouvertement, devant tous, montrant son droit et sa fierté. Petite étoile ne les quittait pas, rayonnante de bonheur. Elle montrait à tout le monde sa nouvelle pochette offerte par Victoria, racontant qu'elle avait de nouveau une mère. Les enfants de la tribu les entourèrent, posant des questions, les félicitant, et la fillette répondait avec une assurance qu'elle n'avait pas auparavant. Quand la nuit tomba et que la lune monta haut dans le ciel, Aigle Noir emmena Victoria loin de la fête. Et ils se dirigèrent net vers son tipi, désormais leur tipi. À l'intérieur, un feu brûlait, éclairant l'espace d'une lumière douce. Le sol était couvert de peau neuve, une odeur de fumée et d'herbe flottait dans l'air. Ils se retrouvèrent un seul pour la première fois depuis leurs aveux. Victoria ressentait de l'excitation, de la gêne, de l'anticipation. Aigle Noir s'approcha d'elle lentement, leva la main et lui toucha le visage. Ses doigts étaient chauds, tendres malgré la rudesse de ses callosités. « J'ai longtemps attendu ce moment, » murmura-t-il, « depuis le jour où je t'ai vu. Je savais que tu étais spéciale. » Différente des autres, forte, fière, belle. Victoria ferma les yeux, sentant son contact, sa proximité. « J'avais peur de toi, à l'époque, » avoua-t-elle doucement. « Peur de cet endroit, de ces gens. Mais tu m'as montré de la bonté. Tu m'as donné une chance. Tu as vu en moi non pas une captive, mais une personne. » Il se pencha, et leurs lèvres se rencontrèrent. Le baiser fut lent, profond, plein d'un désir contenu. Victoria l'enlaça par le cou, se pressant contre lui, sentant la chaleur de son corps, la force de ses bras. Il la souleva, la porta jusqu'à la couche de peau, et ils s'abandonnèrent à la chaleur et à l'intimité, oubliant tout sauf l'un l'autre. Cette nuit-là, ils devinrent mari et femme non seulement selon la coutume de la tribu, mais aussi par le droit de leur cœur, unis en un seul. Le matin commença tôt. Victoria se réveilla dans les bras d'Aigle Noir, sentant sa respiration régulière, la chaleur de sa peau. Elle resta immobile, craignant de briser ce moment de paix et de bonheur. Mais la réalité revint rapidement. Des cris retentirent à l'extérieur. Aigle Noir se réveilla instantanément, saisit son couteau et se précipita hors du tipi. Victoria enfila sa robe et le suivit. Le camp était en émoi.
Un guerrier à cheval était entré au centre, sa monture couverte d'écume, lui-même couvert de poussière. Il criait quelque chose en montrant l'est. Victoria ne comprenait pas tous les mots, mais elle en reconnut un. Soldat. Aigle Noir se tourna vers elle, le visage dur. Ils viennent ici, un grand détachement. Ils te cherchent probablement. Le cœur de Victoria se serra. L'armée. Ils étaient venus. Ce qu'elle avait craint et, au fond d'elle, attendu, était arrivé. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle. « Partir, tout de suite. On ne peut pas se battre contre un tel nombre. Nous prendrons le nécessaire et nous nous dirigerons vers le nord, dans les montagnes. Là, ils ne nous trouveront pas. » Le camp se transforma en une fourmilière. Les femmes démontaient les tipis, emballaient les affaires, chargeaient les chevaux. Les hommes vérifiaient leurs armes, préparaient les animaux. Les enfants pleuraient, ne comprenant pas ce qui se passait, et leur mère les calmait, essayant de ne pas montrer leur propre peur. Victoria aidait à rassembler les affaires, ses mains bougeaient automatiquement, mais ses pensées étaient ailleurs. C'était à cause d'elle. L'armée venait pour elle. Elle avait apporté le danger à ces gens qui l'avaient accepté, aimé, faites-leur. Petite Étoile s'agrippa à sa jupe, pâle et effrayée. « Tu partiras avec eux ?» demanda la fillette. « Quand les soldats blancs arriveront, tu nous abandonneras ?» Victoria s'accroupit, serra la fillette dans ses bras. « Non, jamais. Je suis avec vous. Pour toujours. Nous partirons ensemble et tout ira bien. » Mais au fond d'elle, le doute la rongeait. Faisait-elle le bon choix? Si elle retournait vers les soldats, leur disait que tout allait bien, qu'on ne la retenait pas de force, peut-être partirait-il. Laisserait-il la tribu en paix? Aigle Noir s'approcha, lui prit les épaules. « À quoi penses-tu? Je le vois sur ton visage. » Victoria le regarda. « Peut-être que je devrais aller les voir, leur dire que je suis ici volontairement, que rien ne me menace. » Alors ils partiront. Le visage d'Aigle Noir devint de pierre. Ils ne partiront pas. Ils ne partent jamais comme ça. Ils trouveront une raison de rester, d'attaquer. Ils diront que nous t'avons trompé, forcé à parler ainsi. Et ils commenceront à tirer. J'ai déjà vu ça, trop de fois. Mais je ne peux pas laisser des gens souffrir à cause de moi. Tu ne peux plus décider de ça seul, dit-il durement. Tu es ma femme, une partie de cette tribu. Ton destin est lié au nôtre. Nous partons ensemble, ou nous restons ensemble. Mais ensemble. Dans ces paroles, il y avait de la fermeté, mais aussi de l'amour. Il ne voulait pas la perdre, et elle ne voulait pas le perdre. Chakua. D'accord, murmura-t-elle. Nous partons ensemble. À midi, le camp était presque entièrement démonté. Les tipis pliés, les affaires emballées, les chevaux chargés. Les gens commencèrent à partir, se dirigeant vers le nord, vers les montagnes. Victoria chevauchait sa jument grise à côté d'Aigle Noir. Petite Étoile était assise devant elle, se blottissant contre elle, se sentant en sécurité en sa présence. Ils se déplaçaient rapidement, mais sans panique. C'était une retraite organisée de gens expérimentés, qui savaient survivre, s'adapter. Victoria se retourna pour regarder l'endroit où se trouvait le camp. Il ne restait que les traces des feux et l'herbe piétinée. La maison qu'elle avait aimée avait disparu en quelques heures. Devant eux se trouvaient les montagnes, l'inconnu, un danger possible. Mais à ses côtés, il y avait Aigle Noir, Petite Étoile, les gens qui étaient devenus sa famille. Et Victoria savait que, où qu'ils aillent, tant qu'ils seraient ensemble, ce serait leur maison. Le soleil déclinait vers l'horizon quand, au loin, près de leur ancien camp, une ligne bleue apparut, les soldats. Victoria les vit de loin, les vit s'arrêter en découvrant l'endroit vide. Les vit commencer à chercher des traces. « Ils nous suivront » dit Aigle Noir. « Je sais. Nous nous battrons, s'il le faut. » « Je sais. » Il lui prit la main, la serra. « Tu ne regrettes pas ton choix d'être resté ?» Victoria le regarda.
puis regarda Petite Étoile, puis les gens autour d'elle, son peuple désormais. « Non, dit-elle fermement, je ne regrette rien, et c'était la vérité. Quelles que soient les épreuves à venir, elle avait fait son choix, et c'était le bon choix, le choix du cœur. » Ils marchèrent pendant 3 jours, ne s'arrêtant que pour de brèves pauses. Les femmes et les enfants tenaient bon, sans se plaindre, bien que Victoria vit la fatigue sur leurs visages. Les vieillards montaient à cheval, les jeunes mères portaient leurs nourrissons sur le dos dans des berceaux spéciaux en cuir et en bois. Les hommes regardaient constamment en arrière, vérifiant si des poursuivants apparaissaient. Aigle Noir ne dormait presque pas. Victoria le voyait, la nuit, assis près du feu, scrutant l'obscurité, écoutant chaque son. Elle s'approchait de lui, s'asseyait à ses côtés, et il la serrait contre lui, mais restait silencieux. Les mots étaient inutiles. Ils comprenaient tous les deux que le danger était proche. Le 4e jour, alors qu'ils traversaient une gorge étroite entre les rochers, l'un des éclaireurs revint avec une nouvelle alarmante. Les soldats les rattrapaient. Ils étaient à une demi-journée de marche derrière, se déplaçant rapidement, avec des chevaux frais et des guides. Peut-être des Indiens de tribus hostiles ou des pisteurs. Aigle Noir réunit un conseil. Les hommes Omieto s'assirent en cercle, discutant des options. Victoria se tenait non loin avec Petite Étoile, écoutant, bien qu'elle ne comprenait pas tous les mots. Mais d'après les visages, les gestes, elle voyait qu'il y avait peu d'options. Continuer à fuir, au risque d'être rattrapé en terrain découvert. Ou s'arrêter ici dans la gorge, où il pourrait tenter se défendre en utilisant l'avantage de la hauteur et du passage étroit. L'un des anciens proposa une 3e option. Envoyer quelqu'un parler aux soldats, expliquer qu'il n'y avait pas de prisonniers parmi eux, que la femme blanche était restée volontairement. Peut-être que cela arrêterait la poursuite. Aigle Noir secoua la tête. Ils ne nous croiront pas, ou ne voudront pas croire. Il leur faut un prétexte pour attaquer, et ils le trouveront. Mais nous pouvons essayer, insista l'ancien. Le sang de notre peuple est trop précieux pour être versé sans une tentative de négociation. Aigle Noir regarda Victoria, longuement, d'un air scrutateur. Puis il dit, si quelqu'un doit aller parler aux soldats, ce doit être elle. La femme blanche, ma femme. Ils l'écouteront. Le cœur de Victoria se serra. Elle comprenait qu'il avait raison. Mais l'idée de rencontrer les soldats, de leur parler, d'essayer d'expliquer ce qu'elle-même comprenait à peine, l'effrayait. Rosée du Matin s'approcha, traduisit les paroles du chef. Tu dois aller les voir, dire qu'on ne te retient pas de force, que tu es ici de ton plein gré. Peut-être qu'ils partiront. Et s'ils ne partent pas, alors nous nous battrons. Mais au moins, nous aurons essayé. Victoria regarda Aigle Noir. Il se tenait là, les bras croisés sur la poitrine, le visage impénétrable. Mais on lisait la douleur dans ses yeux. Il ne voulait pas la laisser partir. Il avait peur qu'elle ne revienne pas, soit parce que les soldats ne la laisseraient pas partir, soit parce qu'elle changerait d'avis. Victoria s'approcha de lui prit la main. « Je reviendrai, dit-elle doucement. Je le promets. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne l'abandonnerai pas. » Elle fit un signe de tête vers Petite Étoile, qui se tenait à côté, pâle et effrayée. Aigle Noir lui serra la main si fort que cela lui fit mal. « S'ils essaient de te retenir de force, ne résiste pas. Je viendrai te chercher. Je le jure. Je sais. » On la prépara. On lui donna un drapeau blanc, un morceau de dame claire sur un bâton, signe qu'elle venait pour parler, non pour se battre. Victoria monta sur sa jument grise, et Aigle Noir la raccompagna jusqu'à la limite du camp. Il l'aida à descendre, la serra fort dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Reviens-moi, murmura-t-il, tu es mon cœur. Ne me laisse pas sans cœur. » Victoria sentit les larmes lui monter à la gorge, mais se retint. Elle l'embrassa, longuement, profondément,
mettant dans ce baiser tout son amour, sa promesse, et un adieu au cas où quelque chose tournerait mal. Puis elle remonta à cheval et repartit en arrière, à la rencontre des soldats, à la rencontre du passé qu'elle pensait avoir fui. Elle chevaucha plus d'une heure. Le soleil était haut, brûlant sans pitié. Victoria vit devant elle un nuage de poussière. La cavalerie approchait. Elle s'arrêta en terrain découvert, leva le drapeau blanc et attendit. Le détachement apparut derrière une colline. Une trentaine de cavaliers en uniforme bleu, armés de fusils et de sabres. En tête, un officier, un lieutenant à en juger par ses galons. À ses côtés, un éclaireur, un Indien d'une autre tribu, vêtu d'un mélange de vêtements blancs et traditionnels. En voyant Victoria, le détachement s'arrêta. L'officier leva la main, ordonnant de ne pas tirer. Puis il s'approcha lentement, la main sur la crosse de son revolver. « Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous » cria-t-il. « Êtes-vous une prisonnière des Cheyennes ?»« Je suis Victoria Morgan » répondit-elle d'une voix forte, s'efforçant de ne pas trembler. « Oui, j'ai été capturée il y a plusieurs mois, mais je ne suis plus une prisonnière. » L'officier s'approcha encore. Il était jeune, 25 ans environ, avec des traits durs et un regard perçant. Il l'examinait avec méfiance et curiosité. « Vous avez l'air d'être l'une d'entre eux, » dit-il en regardant sa robe de daim, ses tresses à la manière indienne. « Je suis devenue l'une d'entre eux et je suis la femme du chef, la mère de sa fille. » L'officier fronça les sourcils. « Une femme ? On vous a forcé à vous marier ? Non, je l'ai choisie moi-même. » Mademoiselle Morgan, la voix de l'officier, se fit plus dure. « On vous a retenu contre votre volonté. On vous a fait croire que vous n'aviez pas le choix. Cela s'appelle la captivité. Nous sommes ici pour vous libérer, ainsi que tout autre prisonnier détenu par cette tribu. On ne me retient pas. » Victoria sentit la colère monter en elle. « Je suis ici de mon plein gré. J'aime ces gens. Ils sont ma famille maintenant. »« Vous n'êtes pas saine d'esprit, » trancha l'officier. « On vous a mise dans cet état par la peur et la manipulation. Mais tout est fini. Vous allez retourner auprès des vôtres. » Ces gens sont mon peuple. L'officier fit un signe de la main, et 2 soldats s'approchèrent, saisissant son cheval par la bride. Victoria tenta de se débattre, mais l'un des soldats lui attrapa le bras. « Ne résistez pas, madame, nous ne voulons pas vous faire de mal. Lâchez-moi, vous n'en avez pas le droit. »« Nous avons des ordres, » dit froidement l'officier. « Sauver les prisonniers et punir les sauvages qui attaquent nos citoyens. Où est leur camp ?» Victoria serra les lèvres. Elle ne le dirait pas. Jamais. L'officier eut un petit rire. « Peu importe, nous les trouverons. Nous avons un pisteur. » Il fit un signe de tête vers l'éclaireur indien. « Il nous y mènera. Si vous les attaquez. » Victoria regarda l'officier avec toute la haine dont elle était capable. « Si vous faites du mal à ces gens, je ne vous le pardonnerai jamais. Jamais. Il y a des femmes, des enfants, des vieillards. »« Il y a aussi des guerriers qui tuent nos citoyens, » rétorqua l'officier. « S'ils se rendent pacifiquement, personne ne sera blessé. S'ils résistent, eh bien, qu'ils ne s'en prennent qu'à eux-mêmes. » On l'emmena avec le détachement. Victoria chevauchait, entourée de soldats, se sentant véritablement prisonnière. Ils se dirigeaient bien vers la gorge où la tribu s'était arrêtée. Et à chaque minute, la peur grandissait dans sa poitrine. Qu'allait-il se passer? Un massacre allait-il commencer? Aigle Noir survivrait-il? Et petite étoile, une prière tournait dans sa tête, adressée aux dieux de son enfance et aux esprits de la prairie, auxquels elle avait commencé à croire aux côtés des Cheyennes. Quand ils arrivèrent à la gorge, le soleil déclinait déjà. L'officier arrêta le détachement, examina les lieux. La gorge était étroite, avec de hautes falaises de chaque côté, un endroit idéal pour une embuscade. « Ils sont là ?» demanda-t-il à l'éclaireur.
Celui-ci hocha la tête, désignant un mince filet de fumée s'élevant derrière les rochers. L'officier se tourna vers ses soldats. « Préparez-vous. S'il y a de la résistance, tirez. »« Non !» Victoria se jeta en avant, mais un soldat la retint. « S'il vous plaît, laissez-moi leur parler. Ils se rendront pacifiquement si je le leur dis. » L'officier hésita, puis il hocha la tête. « Très bien. Mais si c'est un piège, mademoiselle Morgan, leur sang sera sur vos mains. » On la laissa passer, et Victoria s'avança dans la gorge. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Elle avançait lentement, scrutant le crépuscule, cherchant des silhouettes familières. Et elle le vit. Aigle Noir se tenait sur un rocher, un arc à la main, la corde tendue. Autour de lui, d'autres guerriers, tous prêts au combat. En bas derrière eux, on voyait les femmes, les enfants, les vieillards. Tous regardèrent de Victoria. Elle arrêta son cheval, descendit et marcha. Elle monta vers Aigle Noir, et quand il la vit, son arc tendu s'abaissa. « Tu es revenu ?» Sa voix était rauque d'émotion contenue. « Je l'avais promis. Mais les soldats sont derrière moi. Ils veulent que la tribu se rende. Sinon, ils tireront. » Le visage d'Aigle Noir se durcit. « Nous ne nous rendrons pas. Nous sommes un peuple libre. Alors ils vous tueront tous, les femmes, les enfants, petite étoile, étoile. » Il se figea en entendant le nom de sa fille. Victoria voyait le combat en lui, entre le devoir du chef et l'amour du père. « Que pour ça ? Que veux-tu que je fasse ?» demanda-t-il doucement. « Laisse-les croire que je rentre volontairement. Laisse-les croire qu'ils m'ont sauvé. Alors ils n'auront plus de raison d'attaquer. Ils partiront. Et moi ?» Sa voix se brisa. « Je trouverai un moyen de revenir. Je m'échapperai. Je vous retrouverai. Je le promets. » « Non. » Aigle Noir la saisit par les épaules. « Non, je ne te laisserai pas partir. Tu es ma femme. Et je resterai ta femme. Pour toujours. Mais maintenant, je dois partir avec eux pour sauver la tribu. Pour sauver ta fille. » Des larmes coulaient sur son visage, et Victoria n'en avait pas honte. Aigle Noir la regardait, et dans ses yeux, il y avait une douleur aussi grande que celle qui étreignait son propre cœur. « Je te retrouverai, » dit-il, « où que tu sois. Je te retrouverai, et je te ramènerai. » Je sais. Il l'embrassa sans se soucier des gens autour, des soldats en bas. Un baiser désespéré, plein d'amour et de la douleur de la séparation. Puis ils entendirent une voix. Petite Étoile courait vers eux en pleurant. « Ne pars pas, s'il te plaît, ne pars pas. » Victoria s'accroupit, serra la fillette dans ses bras, la pressant contre elle. « Je le dois, mais je reviendrai. Tu entends ? Je te le promets, je reviendrai pour toi. Tu es ma fille. Pour toujours. » La fillette sanglotait, s'agrippant à elle, et Victoria sentit son cœur se déchirer. Finalement, Aigle Noir retira doucement sa fille, la serra contre lui, et Victoria se releva. Elle descendit vers les soldats, sans se retourner, car si elle se retournait, elle ne pourrait pas partir. L'officier l'accueillit à la sortie de la gorge. « Se sont-ils rendus ? » ?»« Non. Mais ils n'attaqueront pas si vous partez. Je viens avec vous. C'est tout ce qu'il vous faut, n'est-ce pas? Une captive sauvée. » L'officier la regarda longuement, puis hocha la tête. « Détachement, en retraite. Nous rentrons. » Ils prirent le chemin du retour. Victoria chevauchait, entourée de soldats, se sentant véritablement prisonnière. Elle ne se retourna pas, mais elle savait qu'Aigle Noir la regardait s'éloigner. Savait qu'il tiendrait sa promesse. Il la retrouverait. 2 semaines passèrent. Victoria vivait dans le fort où les soldats l'avaient amenée. On lui avait donné une chambre, des vêtements propres de femme blanche, une robe lourde avec un corset, inconfortable et étouffante. On avait essayé de la faire parler de la tribu, de leur localisation, du nombre de guerriers, mais elle était restée silencieuse. Elle disait seulement qu'on l'avait bien traitée, qu'on ne l'avait pas maltraitée. Elle dépérissait entre ces 4 murs,
comme un oiseau en cage. Elle ne pouvait pas manger la nourriture insipide de la cantine, ne pouvait pas dormir dans le lit moelleux, ne pouvait pas respirer dans cet espace confiné. Elle se souvenait des prairies, du vent, de l'odeur des feux de camp, du rire de petites étoiles, des mains d'aigle noir. Chaque nuit, elle regardait par la fenêtre, vers les étoiles, et murmurait « Viens me chercher, s'il te plaît, viens ». Et une nuit, il vint. Victoria se réveilla au léger contact d'une main sur son épaule. Elle ouvrit les yeux et le vit. Aigle noir, debout près de son lit, dans l'ombre. Son cœur manqua un battement, lui coupant le souffle. « Comment es-tu entré ?»« Chut, prépare-toi, nous partons. » Victoria sauta du lit, enfila rapidement une robe simple, attrapa une cape. Pas d'affaires superflues. Rien de cette vie ne lui était nécessaire. Ils se glissèrent par la fenêtre. Aigle Noir avait placé une échelle à l'extérieur. Ils descendirent en silence, comme des ombres. 2 chevaux les attendaient près du mur du fort. Ils montèrent et s'enfuirent dans la nuit, avant que quiconque ne s'en aperçoive. Victoria se serrait contre sa jument grise, sentant le vent sur son visage, la liberté qui revenait dans sa poitrine. Aigle Noir chevauchait à ses côtés, et parfois leurs regards se croisaient. Et dans ses yeux, il y avait de la joie. Ils galopèrent toute la nuit et virent le lever du soleil dans les prairies. Ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau, firent boire les chevaux. Aigle Noir descendit de cheval, s'approcha de Victoria, l'aida à descendre. « Tu es avec moi maintenant, pour toujours. Personne ne t'emmènera plus. » Victoria le serra dans ses bras, enfouissant son visage dans sa poitrine. « Je n'ai jamais voulu partir. Ma place est avec toi, avec Petite Étoile, avec la tribu. Nous sommes allés loin au nord, dans des terres où les Blancs ne vont pas. Là, nous serons en sécurité. Alors allons-y, rentrons à la maison. » Ils chevauchèrent encore 2 jours et arrivèrent enfin au nouveau camp de la tribu. Il était caché dans une forêt dense au pied des montagnes, là où la prairie s'arrêtait et où commençaient les terres sauvages. Quand Victoria entra dans le camp, Petite Étoile courut à sa rencontre avec un cri de joie. La fillette se jeta sur elle, et Victoria descendit de cheval, prit l'enfant dans ses bras, la faisant tourner en riant. « Tu es revenu. Père a dit que tu reviendrais. Mais j'avais peur. Je tiens toujours mes promesses. Je suis ta mère. Je ne pouvais pas t'abandonner. » Les femmes de la tribu les entourèrent, souriantes, tapant sur les épaules de Victoria. Rosée du matin la serra dans ses bras. « Bienvenue à la maison, ma sœur, à la maison. » Oui, c'était sa maison. Pas le fort, pas une colonie de Blancs. Ici, parmi ces gens à ciel ouvert, aux côtés de l'homme qu'elle aimait et de l'enfant qui était devenu sa fille. Le soir, ils étaient assis près du feu, toute la famille réunie. Aigle Noir tenait la main de Victoria. Petite Étoile se blottissait contre elle de l'autre côté. Les étoiles brillaient au-dessus de leur tête. Le vent apportait une odeur de pain et de fumée. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda doucement Victoria. « Maintenant, nous vivons, » répondit Aigle Noir. « Ensemble, en famille, en tant que peuple. Tant qu'il y aura un endroit où nous pourrons être libres, nous vivrons. Et s'ils reviennent, alors nous repartirons, ou nous nous battrons, mais ensemble, toujours ensemble. » Victoria hocha la tête, se pressant plus près de lui. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Elle savait seulement qu'elle avait choisi sa voie, et c'était la bonne voie. La voie de l'amour, de la liberté, de l'appartenance. Elle était Victoria Morgan, fille d'un fermier des terres de l'Est. Mais maintenant, elle était aussi la femme d'Aigle Noir, la mère de Petite Étoile, un membre de la tribu des Cheyennes. Et c'était sa vraie vie, celle qu'elle savait choisie avec son cœur. Petite Étoile s'endormit sur ses genoux, et Victoria lui caressa les cheveux, fredonnant une chanson douce, celle qu'elle avait entendue des femmes de la tribu. Une berceuse dans la langue qui était devenue sa seconde langue. Aigle Noir les regardait, et dans ses yeux,
Il y avait tant de chaleur que Victoria la sentait comme une caresse. « Je t'aime », murmura-t-elle dans sa langue. « Et je t'aime aussi », répondit-il. « Mon cœur, mon âme, ma maison. » Et sous les étoiles de la prairie, entourés par la tribu devenue leur famille, ils étaient heureux. Contre le monde entier, contre le destin, ensemble, pour toujours.